Bonjour, Fabrice Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des portes du Tao. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui est assez complexe, qui s'appelle maladie et spiritualité. Pourquoi ce thème? Parce que simplement, je vois que dans les entretiens que j'ai ou dans certaines remarques qu'on a dans les stages, on voit souvent un certain nombre de questionnements en rapport à la pratique spirituelle, particulièrement dans les voies dites énergétiques, particulièrement aussi dans le taoïsme, parce que, comme vous le savez, le taoïsme passe beaucoup par le corps, et il y a un certain nombre de techniques énergétiques, disons, qui sont censées améliorer la santé. Voilà, et ce que je vois chez un certain nombre de personnes, c'est qu'il y a une sorte de raccourci qui est fait de cette manière-là, c'est-à-dire que maladie égale échec de la pratique. Alors, c'est une équation ou une fausse croyance sur laquelle il faut vraiment réfléchir. Parce que sinon, en fait, vous voyez, quelqu'un qui est malade, déjà, par définition, il souffre. Alors, si en plus, il arrive à la conclusion, ou elle arrive à la conclusion qu'il souffre et qu'en plus, c'est de sa faute, et qu'il est responsable de ce qui est en train d'arriver là, de manière quasiment automatique, ben, je vais vous dire, c'est un petit peu la catastrophe, quoi, en fait. Pourquoi je vous dis ça? Moi, j'ai commencé à pratiquer dans une école au début de ma vie spirituelle, on va dire. Alors, ma vie spirituelle a commencé avant ça, mais disons, ma vie, on va dire, taoïste, autour des arts du Tao, a commencé quand j'avais à peu près 20 ans. Donc, ça fait 33 ans maintenant. Et donc, la première école avec laquelle je suis rentré en contact était une école très occidentalisée qui travaillait beaucoup le chi. Et en fait, elle enseignait très vite ce qu'on appelle la petite circulation céleste. Peut-être vous connaissez, hein, c'est le fait d'inspirer dans le dos, expirer sur la face avant. C'était même pas formalisé sous forme médicalisée dans cette école, mais évidemment que ça vient travailler sur le Dumai, le méridien récapitulatif ou récapitulateur des yang, des méridiens yang, et le Zhenmai devant, qui récapitule tous les méridiens yin, donc qui est une sorte de réservoir, soit des méridiens yang dans le dos, soit des méridiens yin devant. Et ça a été beaucoup mis en avant par Mantak Chia, cette technique, grande technique de petite circulation céleste, mais elle a été mise en avant beaucoup comme si c'était une sorte de panacée qui allait réguler la santé. Alors évidemment que, déjà, quand on croit que le Qi en lui-même, ce qui est le cas de beaucoup de gens dans les mondes du Qigong, quand on pense que le Qi en lui-même égale santé, c'est parce que malheureusement, je ne dis pas que tout le monde croit ça, mais c'est très vite fait d'avoir ces raccourcis chez les élèves, chez un certain nombre de profs, se dire, OK, ben voilà, plus j'ai de chi, plus mon chi circule, en meilleure santé je suis, mon œil. En général, les gens qui disent ça, c'est des gens qui n'ont pas expérimenté assez longtemps et qui ont été, souvent, vous voyez, quand on découvre une voie, on part d'ici, on va peut-être pas très bien, on a d'abord la grande pente des espérances exagérées. Alors oui, quand vous êtes au début d'une pratique dans les premières années, vous pouvez croire à ce que vous voulez, au fond, puisque vous êtes au début de la pratique. Maintenant, en général, les gens qui continuent, ils vont tomber dans ce qu'on appelle le gouffre de la désillusion. C'est pas moi qui ai inventé ça, hein, c'est quelque chose qu'on utilise parfois dans les écoles de business pour les produits ou les nouveaux produits qui arrivent sur le marché, mais en réalité, c'est exactement la même chose dans la manière qu'on a d'approcher les voies spirituelles. On arrive, on se dit waouh, cette fois c'est super cool, voilà, on projette beaucoup de choses positives. Ensuite, on se rend compte que bah non, ça ne répond pas exactement à ce qu'on voulait. La pente de la désillusion, la voie n'est pas bien, le maître n'est pas bien, l'enseignant n'est pas bien. Les gens, soit ils quittent puis ils commencent un nouveau truc ici, soit ceux qui vont continuer, ben, ils vont remonter une pente ici, qu'on appelle la pente de l'éveil d'ailleurs. Et ensuite, ils vont arriver à une sorte de plateau qu'on pourrait appeler le plateau du travail réel. Et en fait, les gens qui disent chi égale santé, c'est des gens qui sont toujours sur cette pente-là, qui dure en général de 1 à 7 ans.
Parce qu'après, au bout d'un moment, de toute façon, la vie, les expériences de vie, les traumas, ou tout ce que vous voulez, les aléas de la vie vont faire que vous allez être confronté à quelque chose qui ne va pas pouvoir être résolu par ce fameux chi. Et même parfois, on se dit, mais putain, ça ne sert à rien. Voire même, ça empire les choses quand je fais ces techniques. Mais évidemment qu'il faut être confronté à quelque chose d'un peu solide, d'une part, et deuxièmement, il faut être honnête avec soi-même et se rendre compte que appliquer une technique de manière, j'allais dire, spinale, sans réfléchir à quoi on fait, à ce qu'on fait, en réalité, ce n'est pas très utile. Et donc, au bout d'un moment, si on ne fait que du chi, on barbote malheureusement, et les gens vont être déçus, et là, ils se disent, il ne faut pas que je fasse du qigong, ou je fasse du yoga, je fasse du chamanisme, il faut que je fasse autre chose. Et puis, si quelqu'un décide de ne pas approfondir, il va tourner dans ce genre de truc, et vous voyez, à coup de 1 à 7 ans, vous pouvez faire plusieurs cycles pendant une vie. Hein. Mais on a toujours exploré que la surface en faisant ça. Donc, le chi, si on va plus loin, on va très vite se rendre compte que le chi ne suffit pas à la santé. Et c'est très important de se rendre compte assez vite parce que sinon, ça entraîne tout un lot de culpabilité. Par exemple, justement, dans cette école dans laquelle j'ai commencé, les gens qui étaient malades, les élèves, ça allait encore, mais les profs de cet élève, et particulièrement le maître responsable de l'école, soit ils se cachaient quand ils étaient malades, puisque comme le discours, c'était de dire, si on pratique bien, on n'est jamais malade, eh bien, soit ils se cachaient quand ils étaient malades, j'ai vu ça souvent, ou alors, ils étaient aussi malades que nous, mais plutôt que de dire je suis malade, ils disaient j'ai un petit rhume. Et puis, ils considéraient qu'ils n'étaient pas malades, en fait. Mais on voyait bien qu'ils avaient les mêmes problèmes que nous, quand on suivait les cours de manière régulière. Donc, et c'était des gens qui pratiquaient bien. Donc, le fait d'être malade quand on pratique, ce n'est pas corrélé forcément à la pratique. Ça ne veut pas dire que il ne peut pas y avoir un certain niveau de corrélation. Bien entendu que si vous pratiquez et puis qu'en même temps vous faites n'importe quoi avec vos rythmes de vie, voilà, vous ne faites pas très attention, ça va à un moment donné ou à un autre se répercuter sur votre santé. Mais par contre, quand on parle de maladie, en tant qu'échec de la pratique, il faut se méfier parce que d'une certaine manière, quand on dit ça, on oublie aussi qu'on se met en position de toute puissance. Et c'est comme si l'humain, nous-mêmes, en fait, on avait mainmise, maîtrise absolue sur l'ensemble des phénomènes physiologiques qui nous arrivent. Or, on sait bien que ce n'est pas le cas. Et alors, il y a un truc dans la spiritualité taoïste qui est très utile, c'est ce qu'on appelle cette notion des 3 chances, où on parle de la chance de la terre, la chance de l'homme, ou de l'humain, si vous voulez, donc avec un H majuscule, la chance du ciel. Et en effet, en tant qu'homme, en tant qu'humain, on a un tiers de pouvoir sur nos vies, parce que si on gère bien nos vies, on gère bien notre santé, on gère bien notre alimentation, eh bien, en tout cas, on optimise cet aspect-là en termes de santé, c'est évident. Maintenant, ça n'empêche pas c'est toujours qu'un tiers des choses. Il y a la chance de la terre, c'est-à-dire de l'environnement, le secteur dans lequel vous vivez, est-ce que les eaux dans lesquelles vous vivez sont polluées? Est-ce que les terrains sont bourrés de métaux lourds? Est-ce que les salades que vous mangez, qui sont par ailleurs bio, sont pas bourrées de métaux lourds parce que le terrain, je ne sais pas, a drainé une usine qui était dans le coin 50 ans avant? On ne sait pas. Moi, j'ai ma voisine de l'époque qui est décédée d'une leucémie très jeune, malheureusement, alors qu'elle ne mangeait que les légumes de son jardin et qu'elle avait une vie d'une sainte, quoi, quasiment. Évidemment que c'était très choquant quoi, d'apprendre ça, mais c'est clair qu'elle avait activé à fond la chance de l'homme, mais malheureusement, probablement, je ne sais pas où elle avait grandi, etc., elle a pu être contaminée par quelque chose de l'ordre de la terre. Et puis, il y a surtout cette fameuse chance du ciel, qui compte au moins pour un tiers, qui est de l'ordre du mystère. Pourquoi un enfant en pleine santé, allaité par sa mère, fait tout à coup une leucémie, une maladie grave, et meurt? Pourquoi il fait une mort subite du nourrisson? C'est des gens ils sont au début de leur vie, bourrés de jing, en pleine santé, et on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas activé la chance de l'homme, ils n'y peuvent rien, ils sont encore tellement agis par le ciel que
ils sont tellement instinctifs que de toute manière, ça, c'est optimisé. La Terre, a priori, ils sont nés, donc ils ont déjà passé cet immense écueil de l'accouchement parce qu'ils sont dans un environnement certainement quand même aseptisé un peu, sécurisé, etc. Bah, écoutez, la chance du ciel intervient et cet enfant, pour des raisons qui nous semblent humainement, évidemment toujours extraordinairement injustes, hein, c'est très difficile, ou c'est probablement la pire des choses de perdre un enfant pour un parent, c'est un contre-vie, mais c'est clair qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'humilité absolue face à ça, parce que de temps en temps, le ciel nous débranche et on ne sait pas pourquoi. Donc, vous voyez, quand on fait un raccourci ici, maladie égale échec de la pratique, ben, en fait, on ramène tout à la toute-puissance du pratiquant, du pratiquante. Et je suis désolé, mais c'est un positionnement extraordinairement narcissique, quoi. Non, heureusement, la vie, l'univers est bien plus complexe que ça. On n'est pas tout puissant du tout. Il y a une grande part de mystère. Alors là, aujourd'hui, en termes modernes, on l'appellerait peut-être génétique, ou j'en sais rien, ou transgénérationnel, peu importe. Et puis même là, de toute façon, il y a des mystères. Hein, pourquoi une mutation génétique se manifeste très forte chez quelqu'un, pas fort chez quelqu'un d'autre, est traitable chez un, mais pas chez l'autre. Voilà, donc en fait, évidemment qu'il y a une partie qu'on pourrait appeler de génétique, mais il restera toujours, et heureusement, une part de mystère qui, en fait, est notre porte vers l'humilité de pratiquants. Voilà. Et c'est donc super important que vous puissiez vous dire, non, peut-être vous pouvez améliorer un truc, mais si vous êtes quelqu'un qui, en votre âme et conscience, travaillez votre voie spirituelle de manière normale, eh bien, vous avez fait votre job, c'est tout. Ça ne sert à rien de vous poser 36 000 questions là autour, et n'allez pas non plus surinterpréter tout le temps, parce que si vous surinterprétez vos symptômes, vous allez toujours vous sentir coupable. Si on vous sous-interprète en ramenant à du physique, à du génétique, vous allez vous sentir non écouté. Ça, c'est le cas des médecins souvent académiques qui ne lisent les choses qu'au travers d'une grande matérialité. On ne peut pas leur en vouloir, ils ont été formés pour ça et ils sont efficaces dans leur domaine. Mais évidemment que si vous avez une maladie et que vous revenez souvent avec la même chose, vous serez un peu désespéré parce que vous aurez l'impression de ne pas être entendu. Mais à l'inverse, et c'est une forme de violence ça, mais à l'inverse, si vous allez voir certains guérisseurs, certaines personnes qui sont dans le monde justement de l'énergétique ou de certains types de thérapies parallèles, eh bien eux, ils ont tendance souvent à surinterpréter. Et donc du coup, vous sortez de là en ayant l'impression d'être coupable. Et c'est aussi une violence, hein. Au même titre que de ne pas être écouté ou de ne pas être reconnu dans votre essence, le fait de dire, mais vous savez, si vous maîtrisiez vos pensées, si gna 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 gna, eh ben, en fait, c'est aussi une violence et c'est une toute-puissance narcissique qui est ramenée à ici, qui ne compte pourtant que pour un tiers de ce qui nous arrive en réalité dans la vie, quoi. Alors, ensuite, il y a un deuxième écueil dont je voudrais quand même parler en ce qui concerne l'échec ressenti souvent face à la maladie parmi les pratiquants spirituels, c'est que ce que je remarque, c'est que quand la maladie est dite, on va dire, physique, ça pose beaucoup moins de problèmes pour les pratiquants spirituels que quand la maladie est classifiée comme étant psychique. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui a un problème physique simple, bon, mettons, on va prendre un truc le plus banal du monde, il se casse une jambe. Il ne va pas remettre en question sa pratique, il va mettre un plâtre, hein, et puis il va dire c'est la faute, t'as pas de chance. S'il se casse 6 fois la jambe, peut-être il pensera à autre chose, mais globalement, si c'est très physique, ça ne vient pas interférer avec notre pratique. Mais même si vous avez un diabète, par exemple, qui est considéré comme étant physique, peut-être là, on va commencer un tout petit peu à discuter. Et puis, mais si vous avez une hypothyroïdie, par exemple, la plupart des gens, les pratiquants que je vois, ils prennent leur dose d'hormones thyroïdiennes et puis c'est tout. Il n'y a pas de problème, il n'y a rien qui est généré. Mais allez voir ce qui se passe quand quelqu'un a une maladie dite psychique, c'est-à-dire tout à coup, j'en sais rien, un état dépressif, un état, on va dire, fluctuant, un peu pas bipolaire, mais disons hypomane, enfin qui alterne entre différents niveaux d'humeur, de l'anxiété, j'en sais rien, de la pulsivité,
de l'auto-agressivité, n'importe quoi de l'ordre du psychique, eh bien, ces gens-là, quand ils doivent être, ici, vous voyez, quand ils sont médiqués, eh ben, ça ne leur pose pas de problème par rapport à leur pratique. En principe, ils vont dire c'est OK. Ici, quand les gens ont ça, qu'on doit les médiquer, alors là, ça pose des grosses questions, questions sur questions, avec de nouveau une monstre culpabilité, alors même qu'il n'y a pas forcément de raison pour ça. Et déjà, la première raison pour laquelle il n'y a pas besoin de se prendre le chou avec ça, c'est que la méditation et la spiritualité n'est pas fait pour être une thérapie. La spiritualité n'est pas thérapeutique en soi. Et je pense que c'est très important de faire la distinction. C'est pas parce qu'on fait de la méditation, c'est pas parce qu'on est dans une voie spirituelle qu'on va être forcément épargné par les problèmes de santé. Pas du tout. La différence majeure, c'est qu'on va prendre les problèmes de santé en tant que matériau de pratique pour son développement et sa spiritualité et sa cultivation. Plutôt que de se placer purement en victime, on va se positionner en conscience au milieu de ce qui nous arrive pour essayer d'en retirer la substantifique moelle, mais pas pour s'autoflageller. Et ce que je veux dire aussi par là, c'est que si vous devez prendre des médicaments ici, pour une raison ou pour une autre, parce que c'est nécessaire, parce qu'il le faut, ce n'est pas un échec en fait. Au contraire, il faut aussi pouvoir voir parfois ces médicaments comme étant quelque chose qui va vous rendre juste normal pour pratiquer votre voie spirituelle. Et ce n'est pas parce que c'est décrété, qu'on vous a coupé en morceaux, qu'on décrète de manière tout à fait arbitraire que se casser la jambe, c'est acceptable, mais avoir un problème de type, par exemple, dépressif n'est pas acceptable, que vous devez prendre ça à votre charge. C'est la société en général qui classe les maladies psychiques comme étant moins, on va dire, honorables que les maladies physiques. Parce qu'il y a toujours cette croyance qu'on pourrait changer quelque chose, que c'est une histoire de volonté ou je ne sais pas quoi, enfin des choses de ce genre-là. Mais en fait, non. Par exemple, on sait très bien que dans les symptômes dépressifs, il y a environ 10% des gens de la population générale qui sont des petits producteurs de sérotonine. C'est comme ça. C'est quelque chose de génétique au même titre que vous êtes devenu hypothyroïdien à un moment donné dans votre vie sans qu'il y ait 36 explications à donner. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas y en avoir de temps en temps, bien entendu. Il ne faut pas tomber dans un extrême, dans un extrême à l'autre. Mais souvent, par exemple, les familles d'anxieux, je l'ai constaté à de multiples reprises, si vous demandez aux gens, surtout quand on regarde la langue en médecine chinoise et que vous interrogez les gens, si vous demandez aux familles d'anxieux s'il y a eu par exemple des alcooliques dans les générations précédentes, c'est très 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 fréquent. Parce que l'anxiété est en partie génétique, elle est à minima épigénétique, mais ça vous fait une belle jambe quand vous êtes anxieux de toute manière. Et en tout cas, ça s'hérite très souvent. Et évidemment qu'avant, les gens n'avaient pas les médicaments qu'on a maintenant, et souvent, ils s'auto-traitaient. C'était mal vu d'aller voir le psychiatre quand on était à la campagne dans les années 50. Donc, on n'y allait pas. Mais par contre, on buvait. Moi, c'était le cas de mon grand-père. Il commençait cantonnier. C'était quelqu'un qui était certainement, probablement dépressif. Et il commençait sa journée de travail en hiver à la pomme à 4 heures du matin, parce que c'est ça qui les réchauffait, et ce n'était pas seulement lui, c'était toute l'équipe avec qui il déneigeait. Ils avaient des métiers extrêmement difficiles, mais forcément, ils traitaient leur spleen, leur blues et souvent leur vraie dépression à coup d'alcool, parce que c'était souvent l'anxio-dépression, hein, il y a souvent des symptômes anxieux dans les dépressions, et donc soit ils se désinhibaient un petit peu avec l'alcool, soit ils traitaient de la très mauvaise manière leur anxiété à coup d'alcool, mais quand on regarde bien, c'était génétique en fait. C'est parfois des dynasties ou des générations entières de dépressifs, d'anxieux, d'impulsifs, etc. Pour quelles raisons est-ce qu'on devrait plus s'autoflageller pour des maladies de type comportemental à la fin, mais en réalité qui ont une composante biologique et qui ont des impacts biologiques extrêmement importants?
Hein, de la même manière que quand vous cassez une jambe, vous n'allez pas être très content, il va y avoir quelque chose qui se passe au niveau du psychisme. En réalité, quand vous avez une maladie génétique qui touche le psychisme, vous aurez un impact affectif, vous aurez un impact physique, et à la fin, qui décide que c'est une maladie psychique qui serait moins honorable qu'une maladie physique autrement? Donc en fait, c'est très important justement de noter que si vous avez des médicaments, arrêtez de vous autoflageller, s'il vous plaît, et puis prenez-les simplement en cherchant la meilleure dose, le plus petit dosage avec le moins d'effets secondaires, le plus d'efficacité, bien entendu. Ça n'empêche pas de se re-questionner de temps en temps sur la médication ou de faire des essais, mais entre-temps, profitez du calme ou de la remise simplement à la norme que vous donne le médicament quand c'est nécessaire pour pratiquer votre spiritualité normalement. Et la spiritualité n'est pas une thérapeutique. Donc, je pense que c'est important de revisiter un tout petit peu ces notions. Et voilà, figurez-vous, prenons typiquement quelqu'un qui est dépressif pour des raisons génétiques, petit producteur de sérotonine, il prend son antidépresseur, et ben, ça va juste le remettre à zéro. Il aura un niveau normal de sérotonine, comme la personne qui prend ses hormones thyroïdiennes à un niveau normal thyroïdien. Et donc, du coup, ben, il va juste se retrouver dans un état normal, comme vous et moi quand on va bien. Et dans ce cas-là, il va pouvoir pratiquer sa spiritualité normalement. Voilà. Donc, s'il vous plaît, je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais au moins ne restez pas figé sur des espèces de raccourcis un peu caricaturaux et de temps en temps réinterroger ces croyances qui sont malheureusement des croyances limitantes, la plupart du temps qu'on a peu questionnées et surtout qui sont très souvent culpabilisantes. Et évidemment que si vous vous sentez coupable, vous ne pourrez pas très bien avancer dans vos spiritualités. Donc voilà, comme mot-clé, spiritualité, ce n'est pas une thérapie. On connaît tellement de sages, de grands maîtres qui sont morts de maladies horribles, et ça ne remet pas en question leur pratique spirituelle, pas du tout, au contraire. Et ils ont vécu leur maladie en tant que pratiquants spirituels. Et c'est souvent plutôt là qu'on peut voir la qualité de pratique spirituelle de quelqu'un, non pas dans l'absence de maladie, mais dans le positionnement en tant que pratiquant de quelqu'un qui vit une maladie. Voilà. Donc, je m'arrête là pour cette vidéo. Il y aurait beaucoup à dire, bien évidemment, mais j'espère que peut-être ça peut rassurer certains d'entre vous, vous déculpabiliser et vous faire avancer plus sereinement sur la voie que vous aurez choisie. Alors d'ici là, portez-vous bien, justement. N'oubliez pas de partager cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne, d'enclencher le petit gligli là pour être averti des prochaines vidéos. Et si jamais, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire. En faisant ça, tac, 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 c'est un petit peu d'énergie que vous nous rendez et les algorithmes de YouTube décident que si vous faites des commentaires, eh bien la vidéo a priori semble intéressante, donc il les remonte dans les algorithmes et il y a plus de gens qui la voient, donc peut-être ça peut aider plus de gens. Et comme ça, on crée tous ensemble des cercles vertueux. Voilà, à tout bientôt et bonne pratique d'ici là.